à m'en faire part. Je suis sage-femme. Moi, je travaille, en fait, je suis embauchée par l'hôpital de Laval, mais mise à disposition du réseau sécurité naissance des Pays de Loire pour travailler à un programme qu'on a appelé l'équipe régionale ressources en vulnérabilité. Et comme le nom l'indique, l'idée, c'était de travailler autour des vulnérabilités périnatales. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail de quelle manière. Euh, Déjà, je pense qu'il va être important que je resitue le réseau sécurité naissance et puis la genèse de notre dispositif, là, cette équipe régionale ressources en vulnérabilité qu'on prénomme EREV pour faire plus rapide. Et puis revoir avec vous quelles sont les conséquences de la vulnérabilité périnatale, la façon dont on peut les repérer et une fois qu'on les a repérés, qu'est-ce qu'on en fait en termes d'orientation et d'accompagnement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le réseau sécurité naissance est un réseau de périnatalité développé sur l'ensemble des Pays de Loire. Ça fait partie de ce qu'on appelle les DSRP maintenant, les dispositifs spécifiques régionaux en périnatalité. En fait, toutes les régions de France, à quelques exceptions près, sont couvertes par un dispositif en périnate plus ou moins étendue suivant la région. Mais l'idée, c'est d'harmoniser et de coordonner les acteurs de la périnatalité au sein d'une même région. Donc en fait, CDSRP, dont le réseau sécurité naissance, a des missions qui sont très délimitées, très définies par des décrets, par des instructions, c'est-à-dire ils ont un cadre à respecter. Et en fait, ils vont concerner tous les professionnels de la périnatalité, y compris les maternités du Pays de Loire, qui sont maintenant au nombre de 22, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées. Ce réseau sécurité naissance, c'est une structure qui vient en appui des professionnels, une structure d'expertise. L'idée, c'est d'arriver à coordonner les soins au sein de la région, à les améliorer, à améliorer la sécurité, tant pour les patients que pour les soignants. Voilà, donc il y a une équipe de coordination qui est un peu plus administrative, qui gère le réseau sécurité naissance avec quelques salariés, et autrement, eh bien, ce sont tous les professionnels de la région qui y participent, soit en temps partagé avec un temps dédié au réseau sécurité naissance, soit totalement sous forme de bénévolat, notamment quand ils participent aux commissions professionnelles, puisqu'il y a des commissions qui sont donc, comme je vous disais, soit professionnel, c'est-à-dire qu'il va y avoir une commission sage-femme, une commission pédiatre, une commission anesthésiste, une commission gynéco, une commission cadre, par exemple, ou une commission thématique qui est plus transversale, comme une commission parentalité. Il y a une commission allaitement, une commission IVG, par exemple. Voilà, donc ces commissions ont pour but de se réunir. Alors, petite parenthèse, une toute dernière qui est née l'année dernière, mais qui est extrêmement importante, tant on a dorénavant aussi une commission de psychiatrie périnatale. Voilà, l'idée est de réunir des professionnels, faire une sorte de brainstorming et réfléchir ensemble à apporter de l'information déjà, et ensuite éventuellement réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour aider les professionnels de terrain. Une autre des activités du réseau sécurité naissance, c'est d'organiser des formations, soit in situ, ils font des formations par exemple au sein des maternités sur la réanimation du nouveau-né, la prise en charge de l'hémorragie de la délivrance, pour ne citer que ça, et ou alors des formations un peu plus larges, comme on a pu le faire autour de l'entretien prénatal précoce, entretien postnatal précoce par exemple. J'ai préparé un petit lien vers le réseau sécurité. Alors, est-ce que là, le partage d'écran a suivi? Ah oui, c'est bon, Gwenola, Oui, ça suit. c'est bon. Ok. Voilà, donc là, vous avez en fait toute la présentation du réseau sécurité naissance et de ce que ça comporte, notamment ce dont je voulais vous parler ensemble, le réseau Grandir ensemble. Voilà. Alors, si je reprends toc, mon PowerPoint.
Voilà. Donc ça, vous connaissez peut-être en tant que professionnels libéraux le réseau Grandir Ensemble, qui est le réseau de suivi des enfants vulnérables. C'est un réseau qui propose d'inclure certains enfants en fonction de critères qui sont déterminés, tels que des poids, de la prématurité, des malformations, des hospitalisations importantes euh, à la naissance, par exemple, ou l'exposition à l'alcool in utero de certains enfants qui vont être suivis jusqu'à l'âge de 7 ans par un certain nombre de professionnels formés par le réseau Grandir Ensemble, et ensuite des professionnels qui vont se coordonner dans la prise en soin de ces patients-là. Et puis, dans les locaux du réseau Sécurité Naissance, il y a un petit frère qui est né il n'y a pas très longtemps. Alors, c'est une entité juridique à part, mais ils partagent une partie des professionnels et ils partagent les locaux, qui est Réseaupédia. Et je vous en parle parce que je trouve que pour vous qui voyez des jeunes parents, ça peut être extrêmement intéressant. En fait, Réseaupédia, c'est l'équivalent du réseau Sécurité Naissance, mais pour la pédiatrie. Donc, c'est la mise en lien, la coordination de professionnels autour de la thématique de la pédiatrie. Et sur leur site, est-ce que vous le voyez là, le site? Oui, tout à fait, Gwenola. Oui, Oui, on le voit voilà. bien. Donc, pour le site, sur leur site, il y a un petit encart pour les parents auquel vous pouvez accéder et avec des numéros mémo et ensuite de manière très facile à lire et à comprendre, ils ont décliné par exemple mon enfant a de la fièvre, selon qu'il est plus de 3 mois, moins de 3 mois, qu'est-ce que je fais, comment je prends la température, qui est-ce que j'appelle. Voilà, donc ça c'est particulièrement aidant et facilitateur pour les professionnels et les parents. En tout cas, vous, en tant que professionnel, ça vous permet d'avoir comment dire, un site fiable vers lequel orienter les parents, sachant que pour l'instant, ils ont mis 2 briques sur mon enfant a de la fièvre et la gêne respiratoire. Ils sont en train de travailler sur les maux de ventre et l'idée, c'est que progressivement, comme ça, ce site soit alimenté. Il est accessible directement en tapant en fait monenfantestmalade.fr, tout attaché. Alors dans ce cadre-là, qu'est-ce que c'est l'équipe régionale ressources en vulnérabilité? Euh, Ce qui s'est passé, pour reprendre un peu la genèse, c'est que le constat des dernières enquêtes, que ça soit dans le cadre du rapport des 1000 premiers jours, mais aussi les enquêtes confidentielles sur les morts maternelles, par exemple, pour ne citer que ces deux-là, il y a eu vraiment une mise en lumière du fait que les patientes dans les situations de vulnérabilité présentaient une vraie perte de chance, que ce soit pour elles ou pour leur enfant, une perte de chance sur le plan somatique et une perte de chance sur le plan également de la santé mentale à court terme, à long terme. Et donc, du coup, l'ARS a voulu se saisir de cette question-là et travailler notamment sur les staffs médico-psychosociaux, puisque c'est quand même la pierre angulaire du parcours de ces patientes qui présentent des vulnérabilités. Et pour ce faire, le choix a été fait de euh, constituer une équipe de 5 sages-femmes qui couvrirait toute la région, qui aurait à la fois un travail de réflexion et de structuration de la prise en soin de ces patientes vulnérables, vraiment au niveau de la région, des 5 départements. Mais comme nous sommes 5, nous sommes chacune déployées plus sur un département ensuite, et en l'occurrence moins sur la Mayenne, de manière à, d'une part, avoir une connaissance fine du territoire, parce que les professionnels, bien entendu, ne sont pas les mêmes, mais même certains dispositifs qui sont départementaux, comme par exemple la PMI, la CRIP, ont des fonctionnements extrêmement différents suivant les départements. Et puis en termes d'identification, au moins on avait quelqu'un de référent sur un territoire, ce qui est quand même mieux pour tout le monde, et notamment pour vous, les professionnels. Donc voilà, notre équipe de 5 sages-femmes a été créée. Et dans ce cadre, nos missions sont d'aider les professionnels. Nous, on est vraiment en appui ressources des professionnels. On ne vient pas, pour l'instant, on n'a pas vocation à voir les patientes et à gérer directement les patientes.
mais de vous aider, vous, professionnels, à mieux repérer les vulnérabilités périnatales. Et puis, comme je vous le disais, une fois qu'elles sont repérées, de vous aider dans leur orientation, dans l'accompagnement de ces patients, de vraiment travailler sur des parcours de soins qui sont pour le coup spécifiques. Ça, ben, on se le notait, hein, ça peut être de l'anténatal jusqu'au postpartum. Globalement, on va couvrir la période des 1000 premiers jours, donc jusqu'aux 2 ans de l'enfant, avec ce travail d'étoffer, comme je suis en train de le faire actuellement, ces liens entre l'hospitalier, la ville, la PMI. Donc ça passe par des moments où on présente à vous ce dispositif, comme je suis en train de le faire, ou comme on a pu le faire la semaine dernière là, avec Émilie et Manon, passer un temps à l'hôpital en présence également de la PMI pour réfléchir à comment est-ce que l'on peut faire pour justement mieux orienter, mieux accompagner ces patientes et arriver à essayer d'établir des parcours de soins, ce à quoi on va travailler. Voilà, au milieu de tout ça, effectivement, il fallait travailler sur les staffs médico-psychosociaux, puisque comme je vous disais, c'est dans ces instances que vont pouvoir se discuter les prises en soins que l'on proposera au couple. Mais pour arriver au staff, il faut déjà avoir repéré. Et une fois qu'on a préconisé des choses au niveau du staff, eh bien, il faut savoir vers quel professionnel orienter et comment se coordonner. Voilà, c'est tout l'enjeu de ce travail. Dans ce cadre, cette équipe de 5 sages-femmes, on a commencé par réaliser un état des lieux au niveau de la région sur la façon dont ces patientes pouvaient être accompagnées et en se centrant sur les staffs médico-psychosociaux. Qu'est-ce qui existe? Est-ce qu'il y a des réunions pluridisciplinaires? Comment elles sont menées? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Une fois qu'on a fait cet état des lieux, on avait beaucoup de matière, hein, beaucoup de réponses. On a rencontré près de 300 professionnels et ça nous a permis d'élaborer cette stratégie régionale dont je vous ai parlé. Et de manière à aider les professionnels à pouvoir s'en saisir, à l'appliquer, on a créé une boîte à outils autour du staff, puis une autour de l'entretien pré- et post-natal, des entretiens. Voilà, et toujours en travaillant sur ce lien à faire avec les professionnels autour, et notamment ceux de la santé mentale, euh, parce qu'il y a de gros liens entre, enfin, vous le verrez, entre la vulnérabilité périnatale et les questions de santé mentale. Ça va, je vous ai pas perdu, vous êtes toujours là? Toujours là, c'est bon. Merci. Euh, donc, si on parle de vulnérabilité périnatale, moi, je voulais déjà faire un petit peu le point sur qu'est-ce qu'on entend par les vulnérabilités en périnatalité. Effectivement, quand on a commencé notre état des lieux, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir énormément de confusion entre la vulnérabilité et la précarité économique. Or, en fait, la vulnérabilité en périnatalité, elle va beaucoup plus loin que ça. Il y a effectivement hein, une vulnérabilité économique que l'on va sûrement appeler précarité, mais ça ne se limite pas à ça. Il y a aussi toutes les vulnérabilités sociales, notamment en termes d'isolement, et ça, c'est quelque chose à laquelle on est de plus en plus confronté. Il y a toutes les vulnérabilités en lien avec le handicap, quel qu'il soit, hein, qu'il soit physique, qu'il soit psychique, avec les consommations, avec également toute la santé mentale, mais ce sont aussi toutes les formes de violence et il ne faut pas oublier les vulnérabilités médicales hein, en termes de périnatalité. On peut avoir des grossesses compliquées, on peut avoir des séparations mère-enfant. Voilà, il y a tout ce qui est de l'ordre du deuil périnatal, enfin tout ça, il ne faut pas non plus l'occulter. Et quoi qu'il en soit, en fait, ces vulnérabilités, elles s'imbriquent les unes dans les autres et effectivement, on se retrouve très souvent avec des situations de co-vulnérabilité qui en font toute leur complexité et toute la gravité. Pour reprendre un petit peu les conséquences que ça peut avoir, alors sur la morbidité maternelle, c'est vraiment dans les rapports des 1000 premiers jours, sur des études qui ont pu être faites, on sait qu'il y a des risques très augmentés chez la mère, des risques d'anémie, des risques de diabète, tous les risques de prééclampsie, les risques thromboemboliques, ce qui amène aussi à plus de césariennes, tout ça avec une morbidité importante. Et puis des chiffres qui sont assez glaçants puisque on se rend compte que sur la mortalité, quand on parle cette fois de mortalité maternelle, euh, au moins un tiers des patientes présentaient un facteur de vulnérabilité.
qu'elles étaient un tiers à avoir des troubles psychiatriques, un tiers qui sont issus de la migration, et ça, bien qu'étant dans le bassin lavallois, contrairement à beaucoup d'idées reçues, vous n'êtes absolument pas à l'abri de ces patientes en situation de migration. On en a beaucoup aussi sur le pays lavallois. Et en tout cas, il y avait énormément de décès pardon, qui pouvaient être considérés comme évitables hein, parce qu'il y avait des ruptures dans les parcours de soins, justement liées à cette vulnérabilité. Mais ça, on va y revenir. Alors, peut-être en avez-vous eu connaissance. En tout cas, dorénavant, ça c'est les résultats de la dernière enquête confidentielle sur les morts maternelles. Le suicide est passé la première cause de décès maternel périnatal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, on ne va plus mourir d'hémorragie de la délivrance, on ne va plus mourir de prééclampsie, on va mourir de suicide. Voilà, ce qui représente quand même 17% des décès en période périnatale. Ça faisait 45 morts sur les 3 dernières années, c'est absolument énorme. Et là encore, avec un taux d'évitabilité qui est très important aussi, parce on estime qu'à près de 80%, on pourrait les éviter, ces suicides. Donc je vous ai mis là cette petite courbe qui montre comment ce risque suicidaire évolue au fur et à mesure de la grossesse du premier trimestre, où il représente quand même 15% des décès maternels, jusque dans l'année qui suit la naissance, où on arrive à 75% des décès maternels qui sont liés à des suicides. Et quand on parle suicide, on pense souvent dépression du postpartum. Alors oui, bien entendu, mais ce n'est pas l'unique raison. Il y a aussi toutes ces maladies psychiques, puisque on sait que la bipolarité, excusez-moi, va augmenter 7 fois le risque de suicide maternel, que le suicide peut également être la conséquence de violences conjugales. Enfin, il y a d'autres faisceaux, autres que la dépression, qui peuvent amener à ce résultat dramatique. Si on se concentre sur l'enfant, en fait, on se rend compte que ce sont des enfants qui majoritairement naissent avec beaucoup plus de risques d'un Apgar inférieur à 5, des prématurités, des retards de croissance, et puis ce à quoi on ne pense pas forcément, des anomalies non chromosomiques qui auraient pu être repérées dans un suivi de grossesse lambda, mais toujours pareil, il y a ces ruptures dans les parcours de soins, ces femmes qui ont des suivis qui ne sont pas optimaux, on passe à côté et ces enfants naissent avec des grosses problématiques. Un peu plus tard, on a de l'insécurité alimentaire et c'est pas forcément des enfants qui, entre guillemets, ont faim en ce sens qu'ils peuvent avoir en quantité à manger, mais je pense notamment à une situation qu'on a pu avoir en staff il y a quelque temps, d'une patiente qui présentait des troubles psychiques importants et son enfant, à 2 ans, n'était toujours pas diversifié. Parce que voilà, c'est quelque chose qu'elle n'avait pas intégré. On se retrouve avec tous les troubles des interactions, hein, parents-bébés, les blessures, qu'elles soient physiques, psychiques. Enfin, on sait maintenant que les enfants qui souffrent de violences au sein du couple sont vraiment des victimes. Et puis, toujours l'alcool, qui est la première cause évitable de troubles du neurodéveloppement chez l'enfant. En tout cas, en période vraiment néonatale précoce, on estime qu'il y a 11% ces enfants qui nécessiteraient une prise en charge spécifique. Alors, vous allez me dire dans tout ça, vous, quelle va être votre place? Eh bien, écoutez, la place première va déjà être dans le repérage de ces situations. On m'a déjà objecté que finalement, ces patientes-là sont pas justement dans ma patientèle, je les vois pas. Bon, moi j'ai mis quelques chiffres, hein, non pas pour vous faire une liste à la Prévert, c'est pas du tout l'objectif, hein, mais ça permet quand même de prendre un peu de hauteur. Quand on estime 20% dans la population générale, hein, 20% des femmes sont victimes de violences et dont près de la moitié débutent ou s'aggravent au cours d'une première grossesse, j'ai du mal à croire que on puisse affirmer qu'on n'a jamais été confronté en fait à ces situations-là. En cours d'une grossesse, on a plus d'un quart des femmes qui vivent uniquement d'aide sociale. Les dépressions du postpartum, c'est maintenant, on estime même pratiquement à une patiente sur 5. Voilà, tous ces chiffres-là sont extrêmement parlants et montrent bien qu'en fait, personne
n'est à l'abri d'une vulnérabilité en périnatalité. Aucune femme. D'une manière générale, on estime que 30% des femmes nécessiteraient une attention plus particulière. Alors là encore, souvent, les professionnels me disent, bah, moi, je ne sais pas trop quoi faire, je ne suis pas sûre d'avoir la bonne attitude, c'est vraiment pas un sujet que je maîtrise, de toute façon, j'ai pas le temps, et puis c'est plutôt de l'ordre de la sage-femme, du médecin traitant, enfin, c'est pas moi, et puis j'en ai pas dans ma patientèle. Alors, si on se réfère à une étude qui a été faite il y a 2 ans, pour la HAS, cette étude montrait que seuls 3% des femmes avaient été interrogées par leur médecin sur des violences, et ce au cours des 18 mois précédents. Quand on sait que ça concerne 20% des femmes, il y en a quand même beaucoup qui passent sous les radars. En tout cas, ce qui est préconisé, ce qui est recommandé, c'est que ce dépistage puisse être fait chez toutes les femmes et par tous les professionnels. Et le fait de systématiser, déjà, va devenir un réflexe pour vous. Et puis, ça va éviter de stigmatiser, de dire, oh là, j'ai l'impression que cette patiente-là, elle me paraît plus précaire. Bon. Et en fait, ben, même dans des populations qui peuvent ne pas présenter de vulnérabilité économique, de précarité économique, il y a de la vulnérabilité parce qu'il y a de la violence, parce qu'il y a des problèmes de santé mentale, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'autres choses. En tout cas, s'il y a un défaut de repérage, on va se rendre compte que souvent, il n'y a pas de prise en charge en antéconceptionnel. Toutes les dernières recommandations nous amènent quand même à penser et nous orientent vers l'importance d'une consultation préconceptionnelle. Et c'est d'autant plus valable pour les patientes qui ont des traitements dans le cadre de la santé mentale, pour les patientes qui consomment par exemple, pour les patientes en situation de handicap. C'est quelque chose, la grossesse est quelque chose qui va s'anticiper. On ne prend pas seulement en charge dès le début de grossesse, mais on prévoit la grossesse, on la prépare. Comme je vous disais, hein, on peut avoir un suivi prénatal qui est sous-optimal, des rendez-vous qui ne sont pas honorés, les soins qui ne s'organisent pas, on a tendance à être très siloté. Et c'est vraiment ce vers quoi il faut combattre. Euh, le défaut de communication, de partage d'informations amène souvent à des prises en charge qui sont inadaptées. Et ça concerne 90% des décès par suicide. Quand ils ont été étudiés, ces décès, on se rend compte qu'il y a des prises en charge inadaptées par défaut de communication. Voilà. Donc, il y a des ruptures de parcours de soins qui peuvent être le fait des patientes, mais il y a aussi des défauts de coordination au sein des professionnels. Donc, tout ça, on arrive effectivement à une augmentation des morbidités, de la mortalité et des troubles pour les enfants. Donc, tout ça pour vous dire que vous, de votre posture de professionnel, on ne va pas interroger des vulnérabilités d'une patiente parce que c'est notre fibre, hein, parce qu'on a cette sensibilité-là, mais parce qu'il y a des vrais enjeux de santé publique derrière. Et moi, je le dis souvent, en fait, ne pas aller interroger les vulnérabilités autour d'une patiente reviendrait, par exemple, sur un suivi de grossesse, à ne pas prendre l'attention. Hein. On est du même ordre. On pourrait dire, bah, la prééclampsie, elle est arrivée. Bah oui, je ne l'avais pas cherché. Bah, le suicide, il est arrivé, peut-être parce que je ne l'avais pas cherché. Voilà. Donc, toute l'importance, comme je vous disais, d'agir le plus précocement possible. Hein. Dès qu'on a une notion d'un projet de grossesse, c'est l'idéal, mais sinon le plus précocement possible pendant la grossesse et pendant toute la période périnatale, ainsi qu'on l'a évoqué, sur ces 1000 premiers jours. Parce que cette période, notamment du 43e jour jusqu'à la fin de la première année, est une période qui est très très fragilisante pour les familles. Et puis on renouvelle, hein, parce que une vulnérabilité peut être à un moment et s'améliorer, mais d'un autre côté, la vulnérabilité est quelque chose qui peut apparaître pendant la grossesse. Je vous ai dit, il y a des raisons médicales, ça peut être des situations où la femme se retrouve plus isolée d'un conjoint qui est parti, voilà. Des violences qui sont apparues, énormément de choses peuvent évoluer au cours d'une grossesse. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'il va falloir quand même toujours remettre les femmes au centre de ce projet-là. On n'agit pas pour elles, on va vraiment agir avec elles. Et notamment dans le cadre des staffs, l'idée, c'est de pouvoir construire des choses, leur proposer, leur soumettre, afin qu'elles voient dans quelle mesure ça correspond à leurs attentes et elles peuvent y adhérer.
En termes de consultation, ça peut faire partie des moments de repérage. Alors, consultation à différents niveaux. Je sais que vous venez de champs professionnels vraiment diverses, hein. Il n'y a pas uniquement médecin sage-femme là dans l'auditoire, mais quelle que soit la raison pour laquelle vous voyez la femme, ça peut être intéressant de se dire, ben, vous attendez un bébé, vous avez accouché récemment, comment ça se passe, comment vous vous sentez, euh, comment se passent les choses à la maison. Voilà. L'entretien en tête-à-tête est quelque chose qui est recommandé, hein, dans les dernières recommandations de l'HAS sur la prise en soin des patientes vulnérables. Alors, c'est pas toujours facile à faire, c'est sûr, mais justement, j'ai tendance à dire, eh bien, tous ces professionnels qui ne sont ni les médecins ni les sages-femmes, qui peuvent être amenés à voir les patientes à un moment seul, euh, ben, c'est d'autant plus la place d'interroger ça. Nous, par exemple, dernièrement, on a été alertés sur la place des chirurgiens dentistes, parce que finalement, l'examen bucco-dentaire fait partie des examens très recommandés pendant la grossesse, et c'est un moment où la patiente, elle y va seule, elle ne va pas avec son compagnon chez le dentiste. Et finalement, ça peut être un moment d'ouvrir la parole. Voilà. Donc finalement, c'est la place de tout le monde. Voilà. On peut s'appuyer sur des questions dans le dossier médical quand on, vraiment c'est notre domaine, mais il ne faut pas exclure tous les autres professionnels. Alors, se pose la question de la barrière de la langue. Sur les Pays de Loire, il y a un interprétariat qui s'appelle l'ISM Interprétariat. Je vais partager à nouveau là mon écran. Et c'est ce système-là d'interprétariat par téléphone est gratuit pour tous les professionnels, médecins et sages-femmes en Pays de Loire. En fait, l'URML des Pays de Loire prend en charge le coût. C'est une plateforme. Vous vous inscrivez, on vous donne un numéro de code. Vous appelez quand vous avez une patiente qui est allophone. Vous dites que vous souhaitez un interprète en telle langue ou telle langue, et vous allez avoir cet interprétariat en direct. J'en ai parlé effectivement l'autre jour là, sur une commission parentalité, et une des pédiatres présentes qui, elle, a accès à ça, disait qu'elle partageait très volontiers son code avec d'autres professionnels qui n'auraient pas accès à ce service, de manière à ce que dans le cas d'une consultation, pourquoi pas d'orthophonie ou autre, ils puissent se connecter, avoir accès également. Alors, Daniela, est-ce que du coup, les paramédicaux, excuse-moi, les paramédicaux n'ont pas accès à ce service-là? Du coup, c'est que médecins et sages-femmes c'est médecins pour et l'instant? sages-femmes, mais par contre, les médecins et sages-femmes peuvent partager leur code. Ok, ça Voilà, marche. s'ils sont d'accord. Donc, c'est des arrangements à faire au sein d'une CPTS, Ok, mais il y a peut-être moyen de... Voilà, alors soit la CPTS peut prendre en charge le coût de l'ISM interprétariat, soit sinon vous vous arrangez entre vous pour partager les codes. ok. Je te remercie beaucoup. Alors, une autre manière de repérer qui est vraiment mis en avant là, sur les dernières recommandations, ce sont les auto-questionnaires. Alors, je vous en présente un premier, là, le GEGA, qui est celui du groupe d'études de grossesse et addiction. Alors, il est intéressant, mais il est, si vous voyez mon écran, un petit peu long, peut-être un petit peu complexe pour des patientes qui seraient moins à l'aise à le remplir. Voilà, et il interroge beaucoup les consommations, mais voilà, ça reste un outil qui est quand même intéressant. Et puis sinon, il y en a un autre qui a été fait justement par le réseau de Périnate de Nouvelle-Aquitaine, donc nos confrères de Nouvelle-Aquitaine, et c'est celui qui est dans la boîte à outils du ministère de la Santé. Euh, et il est beaucoup plus facile d'accès, je trouve, hein. Pour le coup, nous avons 9 questions, dont une qui est en libre, donc finalement 8 questions à cocher, et qui reprennent quand même comment la patiente, elle peut se sentir, donc la santé mentale, ses consommations, éventuellement des violences, voilà, le handicap, tout ça est interrogé. Ces petits auto-questionnaires, ils peuvent être complètement mis dans les salles d'attente et que la patiente le remplisse en attendant leur consultation. C'est l'objectif, en fait, que ça puisse être rempli en amont, et elle arrive et elle regarde avec le professionnel.
Parfois, les professionnels nous disent qu'ils ne vont pas forcément avoir le temps de l'étudier, sauf que quelque part, ils sont construits de manière à ce que la lecture soit hyper simple et que finalement, si la femme répond négativement à tout, vous gagnez du temps. Et s'il y a une question à laquelle elle a répondu positivement, bah, c'est peut-être aussi celle-ci qu'il va falloir passer du temps et pas voilà, faire une mise en revue du reste. Donc, je ne suis pas sûre que ça fasse perdre du temps. Je pense qu'au contraire, on va tout de suite orienter et aller à l'essentiel. Et puis, il y a les fameux violentomètres, voilà, que vous connaissez tous probablement. Moi, je tiens à votre disposition, j'en ai en stock des violentomètres si vous avez besoin. J'en ai en français, en anglais et en arabe. Après, auprès de l'Observatoire régional des violences faites aux femmes, là, dans le 44, il y a sûrement moyen d'en commander également. Donc finalement, tous ces petits outils peuvent permettre déjà de faire des repérages, vous, à votre niveau. Un élément essentiel aussi dans le parcours de repérage, ce sont ces deux entretiens. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, entretien prénatal précoce et entretien postnatal précoce. Ce sont des entretiens qui sont dorénavant des entretiens obligatoires du parcours de grossesse. Pour vous donner une idée, en fait, les échographies sont des examens qui sont fortement recommandés. Et paradoxalement, on pourrait penser qu'ils sont obligatoires. Ils sont fortement recommandés. Les entretiens, en revanche, sont obligatoires. Alors évidemment, on ne va pas tenir une patiente par la peau du dos pour aller lui faire son entretien, mais c'est la charge à chaque professionnel de pouvoir s'assurer que la patiente a été informée de ces entretiens et si possible qu'un rendez-vous a été fixé. Ces entretiens peuvent être menés par les généralistes, par les gynécos, par les sages-femmes, donc en gros un médecin ou une sage-femme. L'entretien pré, il se fait à partir du 4e mois. Plus tard, s'il n'a pas été fait, mais là encore, le plus précocement sera mieux. Et l'entretien postnatal, entre 4 et 8 semaines. Et là, je vais faire une petite parenthèse. En fait, ce ne sont absolument pas des examens médicaux. Ce sont vraiment des temps d'entretien. Donc, ça n'a rien à voir avec la consultation de début de grossesse où on informe sur la toxo, le risque de CMV, l'alimentation, les examens, les vaccinations et tout, et tout. Ça n'a rien à voir. Et en postnatal, ce n'est pas non plus la consultation postnatale au cours de laquelle on va refaire le frottis, examiner les seins, s'assurer de la contraception. Tout ça sont des examens médicaux. Là, c'est vraiment des temps d'entretien où on reçoit la femme. L'idéal, c'est qu'on reçoive le couple. En postnatal, c'est même en présence du bébé. Et un moment où les parents vont pouvoir venir livrer qu'est-ce qui est important pour eux, quelles sont leurs craintes, leurs appréhensions,